Donc, bonjour à tous. Donc, la conférence est enregistrée. Alors, je vous demande de bien laisser vos micros fermés et les caméras pour une meilleure euh, audition, surtout les micros, hein. Voilà. Et je laisse la parole donc au docteur Jung et au docteur Van Benninger qui vont animer cette conférence. Et merci à eux d'être présents et de participer à cette conférence qui est très attendue. Vous nous entendez, c'est bon? Oui, Oui. très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme discuté avec Nathalie, ce soir, on vous propose d'aborder deux thématiques qui sont souvent demandées dans le cadre des consultations. Moi, je vais commencer par aborder la sécheresse buccale et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu cette sécheresse buccale. Et ensuite, je laisserai la parole à mon collègue, le docteur Van Bellingen, qui va parler des troubles des articulations temporomandibulaires. Et ensuite, on prendra un temps pour répondre aux questions qui nous ont déjà été envoyées par mail et s'il y a d'autres questions. Donc, je vais commencer et vous pouvez noter vos questions pour la fin, bien sûr. Alors, on va commencer déjà par aborder quelques généralités. La salive, donc vous le savez sûrement, on a plusieurs types de glandes salivaires dans notre bouche, en particulier trois glandes salivaires principales, les glandes sublinguales, sous-maxillaires et parotides, et notre muqueuse aussi à l'intérieur de la bouche. Comme vous le voyez ici sur la photographie, elle est tapissée de plein de petites glandes salivaires accessoires qui contribuent également à produire cette salive. Donc, on produit en moyenne 1,5 litre de salive par jour, qui est un mélange d'eau, mais également de protéines et de sels minéraux. Donc, à quoi ça sert cette salive? Alors déjà, cette salive, elle va permettre de protéger les dents, mais également l'ensemble de la muqueuse buccale. Elle va assurer un rôle de nettoyage, mais elle contient aussi des facteurs antimicrobiens, donc pour éviter d'avoir finalement une infection qui débute au niveau de la cavité buccale, et elle va permettre aussi de réguler l'acidité dans la bouche, ce qui est important pour éviter la déminéralisation de l'émail et les caries. Elle aide aussi à lubrifier la bouche, ce qui est très important pour articuler, pour bien parler. On verra après que les personnes qui ont une sécheresse buccale, elles ont parfois du mal à articuler. Et ça permet aussi de bien mastiquer et d'avaler les aliments pour permettre le début de la digestion. Excusez-moi, Sophie, Oui. je crois qu'il y a un petit problème avec le diaporama. On est toujours sur la slide du début. Ah, vous voyez pas le... Non, on a toujours la slide du début. Ben, Il faut que vous alliez et le mettre en diaporama, il me semble. Et puis à partir du début. Et après, vous cliquez. ah euh, oui, c'est ce qu'on a fait. Là, vous voyez? voilà, voilà, Voilà. maintenant là. Ça avance là? Voilà, là, Oui. ça avance. OK, Oh, voilà. voilà. Ok, Merci. désolée, je sais pas pourquoi ça... Là, vous voyez que ça change? Oui, là, Oui. ça marche, ça fonctionne. Ok, Ça y est, j'ai le son. Je voilà. croyais qu'il y avait quelque chose qui Donc, allait pas. Donc maintenant, on va parler des dysfonctions de la production de la salive, notamment donc la sécheresse buccale. Donc qu'est-ce que c'est la sécheresse buccale? Donc soit on peut avoir une insuffisance de production, donc on n'a pas assez de salive, soit cette salive, elle va être modifiée dans sa composition et dans certains cas, elle peut être plus visqueuse et elle peut ne plus assurer les fonctions dont on a parlé avant. Donc on peut parfois entendre différents mots pour parler de sécheresse buccale. On peut dire xérostomie. Donc ce terme xérostomie, c'est surtout, ça désigne une sensation de sécheresse, c'est quelque chose de subjectif. Après, on peut parfois parler d'hypocyalie. Donc ça, c'est quand on a une diminution de la production de salive qu'on peut vraiment mettre en évidence. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir ce qu'on appelle une acyalie, c'est quand on n'a vraiment plus du tout de salive. Et quand on a une sclérodermie systémique, eh bien, on peut présenter ces symptômes de sécheresse buccale dans près de 75% des cas.
Donc, pourquoi est-ce qu'on observe une sécheresse buccale quand on a une sclérodermie systémique? Comme vous le savez, la sclérodermie, c'est caractérisé par une fibrose de la peau, mais aussi des organes et notamment des glandes salivaires. Donc, cette fibrose, donc les glandes salivaires vont être fibrosées et donc vont produire de moins en moins de salive au fur et à mesure du temps. Chez certains patients, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le syndrome de Sjögren associé. C'est une autre maladie auto-immune. Souvent, quand on a des formes de sclérodermie cutanée limitée, ça peut s'observer jusqu'à dans 30% des cas. Et après, les médicaments qui sont prescrits, dans certains cas, peuvent aggraver un petit peu cette sécheresse buccale, notamment les antidépresseurs, les anxiolytiques ou les inhibiteurs de pompe à protons que vous prenez souvent lorsque vous avez un reflux gastro-œsophagien. Ce reflux en lui-même peut aussi amplifier la sécheresse buccale et dans certains cas, comme vous le voyez sur la photo en bas, quand on a une rétraction des lèvres, parfois on n'arrive pas à bien fermer la bouche, on respire par la bouche et donc ça amplifie aussi cette sécheresse buccale. Et bien sûr, en cas de stress et en cas de tabagisme, on va aussi avoir une amplification de ce syndrome sec. Donc, quels sont les symptômes de la sécheresse buccale? Alors, certains patients vont avoir une bouche un peu pâteuse, vont avoir l'impression que le goût est modifié. Bien sûr, on a cette sensation de dessèchement dans la bouche, voire dans la gorge. Donc, comme je vous l'ai dit avant, on peut avoir du mal à mâcher les aliments, à parler. On a l'impression qu'on a une voix un petit peu enrouée, surtout le matin. Parfois, on se réveille la nuit, on a besoin de boire très souvent. Et on peut avoir des sensibilités au niveau de la muqueuse, des brûlures ou des picotements. Ça peut rendre le port des prothèses amovibles assez difficile et certains patients vont se plaindre d'une mauvaise haleine qu'on appelle l'halitose. Donc ça, c'est souvent des plaintes qui reviennent chez les patients. Donc, quand on a une bouche sèche, comme je vous l'ai dit tout au début, la salive, ça contribue à nettoyer déjà un petit peu les dents. Donc là, si on a moins de salive, on va avoir la plaque dentaire qui va s'accumuler. Et si on a plus de plaques dentaires, eh bien, on va avoir plus de caries, mais aussi plus de problèmes au niveau des gencives, soit des gingivites ou des parodontites, ce qu'on appelle communément le déchaussement des dents. Donc, ça implique quand même un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que l'environnement dans la bouche va être acide et quand on a un environnement acide, eh bien, ça va déminéraliser l'émail et ça va un petit peu rompre l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries et favoriser donc le développement des caries et des érosions au niveau des dents, comme vous pouvez le voir sur cette photographie en bas. Donc on peut aussi, quand on a moins de salive, on a moins de facteurs de défense immunitaire et donc on risque plus fréquemment de développer ce qu'on appelle une mycose, une candidose. C'est un champignon qui est présent naturellement dans la bouche, mais quand on a moins de salive, il a tendance à proliférer. Et ça peut se manifester, comme vous le voyez sur cette photo, par des petites gerçures au niveau en particulier des commissures des lèvres. Et c'est souvent assez douloureux et long à cicatriser. On peut aussi avoir des aftes, des ulcérations au niveau de la muqueuse buccale qui est moins protégée, moins lubrifiée par la salive. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ce problème de sécheresse salivaire? Alors déjà, eh bien, le premier réflexe, c'est d'aller consulter son chirurgien dentiste et son médecin. Les deux professionnels de santé vont jouer un rôle pour nous aider quand on a une sécheresse buccale. Le chirurgien dentiste, déjà, il va vérifier, parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avez une bouche sèche, mais ce n'est pas forcément relié à une diminution de la production de la salive. Et à l'inverse, moi, je vois certains patients qui ont beaucoup moins de salive, mais qui ne ressentent pas forcément une sécheresse buccale. Donc là, le dentiste, il va pouvoir vraiment confirmer qu'il y a bien une diminution de la production de salive en faisant ce qu'on appelle des tests salivaires. Il va mesurer si vous produisez moins de salive avec différents tests qu'on n'a pas forcément le temps de détailler ici.
Il va bien sûr vous donner des conseils pour maintenir une bonne hygiène, pour éviter de développer des caries, notamment appliquer plus de fluor, on va voir un petit peu après. Et il va vous aider à choisir les produits, les substituts salivaires qui sont adaptés pour vous, parce qu'il en existe un certain nombre qui ne sont pas tous forcément adaptés à toutes les situations. Et il faut vraiment prévoir un suivi bucco-dentaire très régulier, tous les 3 mois. Moi, je conseille un suivi tous les 3 mois parce que quand on commence à avoir moins de salive, on commence à avoir quelques caries, puis parfois ça peut aller extrêmement vite. En 3 mois, on peut avoir une situation qui se dégrade très rapidement. Donc, il vaut mieux venir fréquemment voir le dentiste et avoir juste un petit détartrage à faire que d'attendre 1 an et ensuite de se retrouver devant une situation très compliquée avec des soins difficiles à mener. Donc ensuite, eh bien, il faut également aller consulter le médecin pour voir si le fait d'avoir moins de salive, c'est associé aussi à une sécrétion de larmes diminuée, ce qui peut faire suspecter un syndrome de Sjögren associé. Le médecin va faire des tests, notamment ce qu'on appelle le test de Schirmer. Vous voyez ici, mais un petit buvard au niveau des yeux pour voir si on a moins de larmes. Et il peut aussi évaluer si certains médicaments que vous prenez peuvent aggraver la sécheresse. Et si on peut, dans certains cas, modifier le traitement ou modifier le moment de prise du traitement. Par exemple, si vous avez un médicament qui va vraiment amplifier cette sécheresse, on peut peut-être le prendre juste avant le repas. Le repas, c'est le moment où on a le plus de salive et donc ça atténue un petit peu l'effet du médicament. Et dans certains cas, il est possible de prescrire un traitement, un médicament qui peut aider à produire plus de salive. Et ça dépend aussi des indications. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment voir ça avec le médecin. Donc, dans un deuxième temps, il faut adapter l'hygiène bucco-dentaire, bien choisir une brosse à dents souple. On peut prendre des brosses à dents manuelles si on a encore une dextérité manuelle suffisante. Sinon, on peut adapter un manche en mousse pour faciliter la prise en main de la brosse à dents. Si vous avez, par exemple, des difficultés avec les mains, des ulcérations au niveau des mains, eh bien, on peut adapter la brosse à dents en mettant un manche en mousse ou un bout de mousse qu'on utilise pour isoler les tuyaux. Si vous avez des personnes de votre entourage qui sont bricoleurs, voilà, ils peuvent vous donner un morceau de mousse d'isolation et entourer votre brosse à dents avec ça. Ou vous pouvez utiliser une brosse à dents électrique. Souvent, les brosses à dents électriques vont avoir un manche plus large qui est plus facile à prendre en main. Et il faut privilégier des brosses à dents avec des petites têtes, voire même une brosse à dents pour les enfants qui sont plus faciles pour brosser jusqu'aux dents du fond. Donc le dentifrice, il faut toujours prendre un dentifrice qui contient du fluor avec une dose d'au moins 1500 ppm. Donc ça, vous regardez sur le tube la quantité de fluor. Il y a beaucoup de dentifrices maintenant qui ne contiennent plus de fluor. Il faut vraiment privilégier des dentifrices au fluor pour protéger contre les caries. Les dentifrices doux, évitez les dentifrices avec la menthe trop forte parce que ça va amplifier encore la sécheresse. Et si vous avez des sensibilités au niveau de la muqueuse, il faut regarder que le dentifrice ne contienne pas ce composé, le sodium lauryl sulfate, c'est souvent abrégé SLS, parce que c'est un excipient qui peut amplifier la sécheresse buccale. Donc après, on peut aussi utiliser, on peut nettoyer les espaces interdentaires. Quand on a des espaces étroits, on peut passer le fil dentaire. Alors c'est parfois pas évident de passer le fil dentaire quand on a une sclérodermie. Il existe des porte-fils où vous avez le fil qui est déjà monté dessus. C'est plus facile à prendre en main et il faut faire attention à ne pas se blesser. Donc ça, votre dentiste peut vous montrer comment manipuler le fil. Si on a des espaces un petit peu plus ouverts, comme vous voyez ici, entre les dents, eh bien, on peut utiliser des brossettes interdentaires. Donc, il y a différentes tailles. Ça, pareil, il faut voir avec votre dentiste quelle est la taille la plus adaptée. Si vous prenez une brossette de trop grande taille, vous risquez de vous blesser. Et il existe des brossettes qui sont montées sur des manches un petit peu plus volumineux pour faciliter la prise en main. On peut aussi utiliser des micro-jets dentaires qui envoient à la fois de l'air et des gouttes d'eau pour bien éliminer la plaque dentaire entre les dents. Souvent, quand on a la bouche sèche, ça va vraiment, la plaque va s'accumuler entre les dents et les caries, vous voyez, vont commencer entre les dents.
Après, il faut aussi faire attention à son alimentation. Alors, il faut boire régulièrement, pas forcément des grandes quantités, des petites quantités d'eau pour bien humidifier la bouche. Il faut éviter certains aliments, certaines boissons qui peuvent amplifier la sécheresse. Par exemple, les aliments trop épicés, trop collants, trop piquants, des boissons qui déshydratent, l'alcool, le café, les boissons énergisantes. Il faut aussi éviter de manger que du mixé. Souvent, on se dit, on a la bouche sèche, on va mixer les aliments, ça va être plus facile à avaler. Mais quand on a une diminution de la production de salive, il faut quand même un petit peu stimuler cette production. Donc, si vous mangez que des aliments mous, mixés ou collants, eh bien, le corps, il est un peu fainéant, donc il va arrêter de produire tout simplement de la salive, alors que si vous continuez quand même à prendre des aliments un peu plus durs qu'il faut mastiquer, eh bien, vous allez stimuler la production de salive. Et bien sûr, il faut arrêter de fumer pour toutes les raisons autres que vous connaissez. On peut aussi utiliser dans certains cas des chewing-gums pour stimuler cette sécrétion de salive, mais attention avec les problèmes d'articulation, mon collègue en parlera peut-être après. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des agents humectants pour hydrater, pour pallier au manque de salive. Donc, il existe des bains de bouche, attention, sans alcool, hein, je précise bien sans alcool parce que l'alcool, ça dessèche. Des bains de bouche qui sont vraiment faits pour hydrater et apaiser. Par exemple, je ne fais pas de pub, mais je vous montre des exemples de produits. La gamme Gum Hydral que vous connaissez bien, qui contient différents produits, notamment un bain de bouche. Après, vous avez des gels humectants. Les gels, ça va être plutôt pour la nuit parce que c'est un peu collant. C'est difficile à appliquer dans la journée. Vous devez mettre le gel sur votre doigt, le mettre dans la bouche. Ce n'est pas forcément toujours facile quand on est en public. Donc ça, on peut le réserver pour le soir quand on a besoin d'une hydratation un peu plus importante pendant la nuit. Donc il y a différentes marques. Là, cette marque ici, Dry Mouth, qui est disponible uniquement sur Internet. Il y a différents goûts qui sont disponibles. Et pour la journée, moi, souvent, je conseille peut-être plutôt des sprays. Ça ressemble un petit peu à de la salive artificielle. C'est plus facile à appliquer parce que vous avez un petit spray que vous pouvez mettre dans votre sac à main. Donc, il y a des sprays à queue, par exemple Artisial, qui est remboursé, mais qui n'est peut-être pas forcément toujours avec une efficacité très longue dans le temps parce que c'est vraiment un petit peu comme un brumisateur. Après, vous avez d'autres spécialités comme par exemple l'Elgidium ou le gum hydral qui, eux, ressemblent plus à de la salive. C'est un peu plus visqueux, donc ça peut être un petit peu plus efficace. Et des spécialités huileuses et quasiales. Ce n'est pas forcément bien toléré par tout le monde, mais le fait qu'il y ait de l'huile dedans, ça a un effet qui dure plus longtemps dans le temps. Et vous pouvez appliquer de façon régulière jusqu'à 6 fois par jour. Il existe aussi maintenant des pastilles muco-adhésives. Donc, vous voyez, c'est une petite pastille. C'est la marque Xilimelt qui propose ça. Vous mettez cette petite pastille au niveau de la gencive, au-dessus de la canine, au niveau de la bosse canine, avec la face un petit peu plus colorée sur la gencive et la face blanche vers l'extérieur. Donc, ça va libérer une salive artificielle pendant plusieurs heures. Donc, on peut en mettre une de chaque côté. Voilà, il faut tester. Chaque patient va avoir un produit qui lui convient le mieux. On peut, comme je vous l'ai dit avant, faire ce choix avec le dentiste. Et si on a tendance à respirer par la bouche la nuit, on peut mettre un humidificateur d'air dans la chambre. Donc, stimuler la sécrétion de salive, ça, c'est seulement si on a encore des glandes salivaires qui fonctionnent. Si la fibrose a touché toutes les glandes salivaires, malheureusement, on ne pourra plus stimuler cette sécrétion de salive. Donc là, on peut, on en a parlé, mastiquer des chewing-gums, sucer des bonbons acidulés sans sucre, je précise. Et dans certains cas, on peut voir avec le médecin pour prescrire un médicament qui s'appelle la pilocarpine, que vous connaissez pour certains. Donc, ça existe sous forme commerciale ou en préparation magistrale, à savoir que le Salagène, la forme commerciale, n'est pas remboursée, est rarement remboursée pour la sclérodermie. Il faut voir avec le médecin pour bien adapter la dose parce que ça peut être associé à des effets secondaires. Ça faisait partie d'ailleurs des questions qui ont été posées. On peut avoir, comme ça stimule la sécrétion de salive, ça va aussi
faire transpirer, parfois générer des diarrhées. Donc, il faut ajuster un petit peu le dosage assez finement et il y a certaines contre-indications, donc il faut vraiment avoir un avis médical. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous présenter sur la sécheresse buccale. On a toujours notre petit livret qui est à disposition avec peut-être un petit peu plus de détails que vous pouvez bien sûr obtenir auprès de l'association ASF. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais peut-être d'abord laisser la parole à mon collègue avant de répondre aux questions qui ont été posées par mail. Si ça vous va, Nathalie. Parfait, faites, Oui. faites comme vous voulez, ça me va. Ok, ça vous va. Alors, je vais juste mettre l'autre diaporama. Je sais pas si Ah ouais, mais j'avais, tu sais, j'avais arrêté. Ah mince alors, pourquoi ça ne veut plus? Ah, voilà. Est-ce que vous voyez le diaporama du docteur Van Bellingen? Est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran? Ben là, je pense que c'est bon. Oui, je vous laisse. Vous le voyez évoluer? Oui. Pour le moment, il n'évolue pas. Ça y est. Oui, d'accord. D'accord. Ah, super. Est-ce qu'on est en vignette ou vous l'avez en plein écran? Euh, En plein écran, enfin, moi, j'ai le bandeau à côté. Je pense que c'est du plein écran. Savoir si je peux faire des grimaces en même temps, parce que je parle beaucoup avec mes mains. Pardon, donc bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous, même si impressionné de succéder au professeur Young. Je vais compléter un petit peu l'abord oral de la sclérodermie en développant sur l'appareil manducateur et la manducation. Donc, après une petite introduction, je parlerai de l'appareil manducateur lui-même, parce que je suppose que le terme n'est pas extrêmement familier à certains d'entre vous. Ensuite, je parle brièvement de la sclérodermie sur cet appareil manducateur, la façon dont nous sommes susceptibles de repérer ces effets en clinique, et puis les moyens auxquels on est susceptible de recourir face à ces problèmes éventuels on pourrait rencontrer. En guise d'introduction, je voulais juste préciser que mon domaine d'exercice, c'est l'occlusodontie, c'est-à-dire l'application clinique de la dimension l'occlusodontologie. Et c'est donc, comme son nom l'indique, odonto, c'est la dent, hein, donc l'occluso, c'est quels sont les contacts, les rapports entre les dents des deux arcades haut et bas lorsque on se rencontre, ou le recours à ces contacts pour pouvoir agir sur d'autres fonctions, que ce soit au niveau de l'appareil manducateur ou pour sortir un petit peu de l'appareil manducateur, par exemple sur des apnées du sommeil. Souvent, ça nous est demandé également. Pardon, j'ai oublié de préciser sur donc, le traitement des DCM. Les DCM, ce sont les dysfonctions crânio-mandibulaires. Donc, c'est justement les problèmes que les patients, tout à fait dans un contexte général, peuvent rencontrer au niveau de leurs articulations, de leurs muscles et de douleurs qui apparaissent souvent à la demande, enfin, lorsque les patients les mentionnent, j'ai une douleur dans la mâchoire. Bon. Et à nous de voir si effectivement ça relève d'une de ces dysfonctions ou s'il y a un problème complètement différent. Ah, j'aurais pas dû remonter. Ok, pardon. Alors oui, effectivement, ici à Strasbourg, c'est le service où j'exerce qui gère ce genre de choses, ou des confrères du Collège national d'occlusodontie qui exercent dans la région. Pour ce qui est de l'appareil manducateur, le terme est un petit peu pas très spontané pour la plupart des gens. La manducation, en fait, c'est quoi? C'est toutes les opérations de traitement des aliments qui vont précéder la digestion. Hein, selon certains auteurs, c'est la première étape de la digestion. Pour d'autres, c'est ce qui se passe avant la digestion. Quoi qu'il en soit, ça comporte l'appréhension de l'aliment,
Et cette préhension, elle peut se faire avec les lèvres, elle peut se faire avec les dents, ou avec une langue, si vous êtes une girafe et que vous vous attaquez à un branchage. Mais ça va comporter aussi la mastication, bien sûr. Ça va comporter l'insalivation dont le professeur Jung vient de parler. L'analyse du bol, j'ai mis l'analyse du bol parce que ça comprend autant la gustation que l'analyse par le tact, hein. Cette gustation, justement, bien, ça nous ramène aussi à la salive évoquée tout à l'heure, parce que une fois l'aliment mastiqué pour être comment dire, sous une forme qui puisse être déglutie, c'est surtout que ça augmente sa surface exposée à la salive et que ces petits éléments mis en suspension par la salive peuvent arriver sur les capteurs gustatifs. Ce qui fait que si vous manquez de salive, c'est pas surprenant que vous goûtiez moins, hein. Ça jouera dans le goût également. Et bien sûr, ceci étant la mandication, l'appareil mandicateur va avoir besoin de toutes les structures nécessaires. Ça veut dire que pour la mastication, vous aurez besoin de muscles, vous aurez besoin d'une articulation, de la commande neuromusculaire qui va avec. Pareil pour la salivation, vous aurez besoin de la commande neurologique et des glandes salivaires évoquées, etc. Vous voyez la politique dans toutes ses dimensions, mais particulièrement. Pardon, ça vient pas de chez nous, je pense pas que ça vienne de chez nous en tout cas. Non, ça vient pas de chez nous. Alors, pour ce qui est des muscles qui nous intéressent, eh bien, vous avez sur l'image de gauche le muscle temporal, sur l'image qui se trouve au milieu en haut le muscle masséter, au milieu en bas le ptérygoïdien latéral et le ptérygoïdien médial c'est l'espèce de grosse diagonale que vous avez sur l'image de droite. Tout ça, ces muscles-là vont intervenir dans ce qu'on appelle l'élévation de la mandibule. Et j'ai mis élévateur entre guillemets parce que l'un des muscles va servir à soit avancer la mâchoire, soit la déplacer sur le côté. Et on va voir dans une seconde l'application directe de la chose. Mais bien sûr, on a aussi des muscles abaisseurs. La mandibule ne descend pas que sous l'action de son propre poids. Il y a d'autres muscles qui vont intervenir sur le sujet. Ils ne sont pas mis en couleur ici, ils sont en blanc, en dessous de la mandibule. Là, il y a des muscles qui sont dits abaisseurs. Et effectivement, selon les mouvements que l'on va faire, voire même le temps du mouvement, l'instant du mouvement, eh bien, on va recruter tel ou tel muscle. Et ces muscles peuvent entrer en souffrance ou, par exemple, se contracturer, entrer en contracture, ce qui va bien sûr générer des douleurs. Pour ce qui est de l'articulation de la mâchoire, puisque jusque-là, je vous ai parlé des muscles, je ne rentrerai pas dans la commande neurologique, rassurez-vous. Mais par contre, je vais vous dire un mot sur l'articulation, parce que c'est une articulation un peu particulière qu'on a au niveau de notre mâchoire. La mâchoire du bas, donc la mandibule, vient rencontrer en haut, dans sa partie toute haute et toute droite ici, sur l'image, la base du crâne. Au niveau d'un os du crâne qu'on appelle le temporal, d'où l'articulation temporomandibulaire. Eh bien, c'est une articulation qui n'est pas très grande. Ça tient dans un petit peu plus qu'1 cm3, qui a la particularité d'être jumelée à la contralatérale, c'est-à-dire que si l'une ne va pas bien, il est rare que l'autre soit en pleine forme. Si la gauche ne va pas bien, il est rare que la droite puisse fonctionner parfaitement. En général, il y a toujours un impact de l'une sur l'autre. Une autre particularité de cette articulation, c'est que elle est très riche en fibres, parce que les forces qui vont s'appliquer lors de la mastication sont très importantes et il va falloir que l'articulation puisse résister à ces forces. Et donc, on a une capsule articulaire qui maintient très très bien cette articulation. Cette capsule est même renforcée par des ligaments qui sont soit tout près, soit un peu à distance, parce qu'ils ont besoin de guider le mouvement de la mandibule. Lorsqu'on fait le mouvement d'ouverture, on ne se contente pas juste de faire tourner la mâchoire autour de ce petit axe de rotation. C'est un mouvement plus complexe que ça. Autre particularité, alors ne vous effrayez pas, je vais vous mettre une pièce anatomique en photo. Paniquez pas. C'est une coupe. Pourquoi j'ai mis la coupe? Parce qu'elle vous montre alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de souris, mais elle montre un disque qui est ici en coupe, qui est une petite bande située entre la boule nacrée que vous avez sur l'image de droite, une boule blanche nacrée comme ça, qui est ce qu'on appelle le condyle, c'est-à-dire la partie toute haute de ma mâchoire du bas. Et puis vous avez cette bande, et puis au-dessus de ça, vous avez
le toit, si vous voulez, de l'articulation ou contre lequel va coulisser notre condyle. Eh bien, ce disque, il est là pour que l'articulation fonctionne bien. Et en principe, il est censé rester sur la boule. Il est censé être solidaire du condyle. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a dit très fibreuse, on a dit une particularité parce qu'il y a un disque entre les deux. On a dit très dépendante de l'autre. Et puis, il y a une autre petite particularité anatomique, c'est que dans la partie arrière, donc si je prends toujours l'image de droite, vous avez le gros trou qui se trouve sur la gauche de l'image de droite, c'est l'oreille, hein, c'est le conduit auditif. Eh bien, entre cette articulation et le conduit auditif, il y a une zone là qui est très riche en micro-vaisseaux, parce que c'est là qu'on fabrique la synovie qui lubrifie notre articulation. Mais elle est aussi riche en capteurs. Donc, c'est une zone qui peut entrer en souffrance. C'est pour ça que je la mentionne. Voilà, je passe. Les quelques éléments anatomiques que je voulais souligner. Alors, pour parler de la sclérodermie et de l'appareillement du Cater, en général, dans mon domaine d'activité, on se réfère assez fréquemment à une grille de lecture des pathologies de l'articulation et des muscles qui servent à la mastication, qui s'établit ainsi. Eh bien, face à une situation de sclérodermie, c'est pas tellement la grille à laquelle je me référais parce que il y a une spécificité à votre pathologie. En l'occurrence, là, ce qui a été souligné, donc on a parlé de l'hypocyalie ou la xérostomie, voire comme le professeur Jung l'a dit, l'acyalie, si vraiment on va à l'extrême. Et puis, on a assez fréquemment une perte des tissus mous, ce qui va gêner, alors, ça a été brièvement mentionné, ce qui va gêner notre travail de chirurgien dentiste parce que, effectivement, lorsque les tissus mous, en particulier les lèvres, les joues, c'est ce que j'ai souligné là, mais il n'y a pas que, bien sûr, vont s'enrichir en fibres du fait de la fibrose, eh bien, effectivement, on va perdre en souplesse. Et effectivement, tous les orifices qui ont vocation à s'ouvrir et à se fermer nécessitent un maximum d'élasticité, ce que, évidemment, la fibrose va perturber. Donc, on a une perte de ces tissus. Les auteurs soulignent aussi les ulcérations muqueuses et les petites hémorragies qu'on peut avoir du fait des troubles vasculaires. On souligne également l'épaississement des freins et en particulier, on souligne le frein lingual, c'est-à-dire sous la base sous la langue, il y a un frein donc un épaississement naturel hein, de muqueuse qui relie la base enfin la partie inférieure de la langue au plancher de la bouche, ce qui guide quelque part notre mobilité linguale, mais qui, lorsqu'il s'épaissit, lorsqu'il s'enrichit, évidemment, fait que la langue a plus de difficultés à se déplacer. Et ça va perturber, par exemple, la mastication quand elle doit guider le bol alimentaire vers les dents. On parle d'atteinte dentaire et parodontale et on rejoint de nouveau ce que le professeur Jung avait dit avec l'impact de la perte de salive. Et puis, on mentionne aussi les problèmes de résorption mandibulaire. Pour ça, on évoque des sites plutôt au niveau de l'angle de la mandibule, l'angle de la mâchoire, ou au niveau du condyle, c'est-à-dire là où ça s'articule, ou le processus coronoïde, c'est un site d'insertion musculaire. Et surtout, puisqu'on a parlé des phénomènes de fibrose, eh bien, les auteurs mentionnent un remodelage de la capsule articulaire, pardon pour la faute de frappe, et des moyens d'union, c'est-à-dire que l'articulation, je l'ai mentionné comme déjà naturellement très riche en fibres parce qu'elle est soumise à des forces importantes et que les fibres assurent sa solidité, sa résistance à toutes les contraintes mécaniques. Mais évidemment, si les moyens d'union, cette articulation s'enrichit encore en fibres, ça peut perturber la mobilité de l'articulation elle-même. On a parlé de mobilité avec la limitation à cause des tissus mous autour de la bouche, mais au niveau de l'articulation, on peut aussi avoir un peu d'impact. Alors, comment ça s'exprime? Je vous l'ai dit, avec une limitation des mouvements, dont le mouvement d'ouverture, c'est en général celui qui est le plus visible
mais il est possible que les mouvements latéraux soient concernés. Les mouvements linguaux, je vous ai parlé du frein lingual. Et puis parfois, on a parfois des patients qui peuvent venir nous voir en évoquant des douleurs. Et là, le diagnostic différentiel n'est pas toujours évident à établir parce que, évidemment, dans mon domaine, j'ai un peu tendance à me focaliser sur ce que je vois même de ma fenêtre, c'est-à-dire les douleurs qui auraient une douleur musculaire ou une douleur articulaire. Mais on l'a dit, on peut avoir d'autres origines, qu'elles soient muqueuses ou qu'elles soient despodontales, c'est-à-dire la tâche des dents ou autre, névralgique. Bon. Et donc là, c'est l'examen clinique qui va nous amener à faire la recherche. Pour ce qui est des dégénérescences condyliennes, alors heureusement, je n'ai pas encore eu le cas avec une dame qui souffrait de sclérodermie, mais ça m'est arrivé d'en avoir avec une dame qui avait autre chose. Lorsque on a une résorption, je vous ai parlé de résorption osseuse, lorsqu'on a une résorption au niveau des condyles, sous l'action musculaire, eh bien, la mandibule peut avoir tendance à progressivement, à bas bruit au début, sans que ça la gêne au début, effectuer une forme de petite bascule comme ça qui fait que une béance apparaît en antérieur. Si vous regardez sur l'image en bas à droite, eh bien, vous constaterez que ce n'est pas la dame qui a laissé la bouche ouverte parce que les dents de derrière, elles sont en contact les unes avec les autres. Là, la dame, elle serre les dents à fond. Donc en fait, en antérieur, elle ne peut plus amener les dents en contact les unes avec les autres parce que la mandibule a basculé. Et donc ça, pour nous, c'est un signe auquel on va attacher de l'importance et on va tout de suite se mettre à explorer davantage la situation pour voir où on en est, enfin, pour essayer de repérer une origine éventuelle et interrompre le processus dégénératif. Bien sûr, on va procéder à un examen clinique. Alors, dans cet examen clinique, on va faire de la palpation, on va faire un premier examen extraoral, c'est-à-dire l'observation, de la palpation ici articulaire sur l'image, faire des palpations musculaires, éventuellement même intra-auriculaires, parce qu'on sent très bien l'articulation par l'arrière en mettant les petits doigts dans le conduit auditif externe. Et donc, on va demander des mouvements aux patients en faisant cet examen-là. C'est très, très riche d'enseignements. Et puis, on va aussi, bien sûr, faire un examen clinique intraoral. Et dans cet examen intraoral, on va faire attention à la façon dont les contacts s'établissent entre les dents. Pourquoi? Parce que lorsque les contacts ne sont pas suffisamment répartis, ça peut générer soit un impact directement sur l'articulation temporomandibulaire, et on a dit qu'on ne voulait pas trop l'embêter parce que on n'a pas envie de stimuler une production fibreuse, soit donc les contacts sont mal répartis, pardon, et soit le fait que les contacts ne soient pas correctement répartis peut alerter sur de nouveau ce que je viens de vous montrer avant. C'est-à-dire s'il y a des résorptions osseuses, en particulier au niveau de l'articulation, en particulier au niveau du condyle, eh bien, les contacts occlusaux peuvent comment dire, servir de signal d'alarme. Hein. Donc, d'où l'intérêt de cet examen intraoral. Décidément, j'ai du mal avec comment dire, la projection, excusez-moi. Et puis, on va regarder comment ces contacts. Là, pour l'instant, je vous ai montré des contacts simplement statiques. On demande aux gens de fermer. Alors, les couleurs, c'est parce qu'on fait fermer aux gens sur des papiers qui laissent une trace en bouche, de manière à ce qu'on voit où les dents se touchent, y compris dans des zones qu'on ne verrait pas. Là, sur l'image de gauche, quand la personne serre très fort, on se doute que les pointes qui sont côté langue, on ne peut pas les voir quand les dents sont complètement serrées, d'où l'usage du papier marqueur. Mais on va aussi regarder effectivement lors des mouvements comment ces mouvements s'établissent de manière à voir s'il n'y a pas des contacts qui gênent le mouvement de la mâchoire et une telle gêne qui aurait elle-même une répercussion soit sur les muscles, soit sur l'articulation. Alors, pour ce qui est des mouvements, si on les considère de façon fonctionnelle, évidemment, si vous regardez un bovin, ben, vous avez des mouvements qui sont très, très horizontaux, hein, vraiment quelque chose qui s'écrase beaucoup. Et puis, à l'inverse, si vous regardez un carnivore, vous allez avoir des mouvements qui sont, il y a un peu trop d'ombre, mais des mouvements qui sont extrêmement verticaux.
hein, parce qu'un carnivore, il a besoin d'attraper sa proie et puis après ça, il fait du haché menu, mais il ne va pas mastiquer. Et nous, les humains, eh bien, on est tous alsaciens, hein. On doit être capable de manger choucroute et saucisse. On est capable de faire un mixte entre ces différents mouvements et d'aucuns affirment même que c'est ce qui a assuré la survie de notre espèce. Que cet atout alimentaire nous a permis de faire survivre malgré les changements climatiques, par exemple, et de passer d'un régime à l'autre. Bref, je m'écarte. Je reviens à nos questions. En général, l'occlusodontiste, qu'est-ce qui l'intéresse, lui? C'est dans le déroulé des pathologies que je vous ai initialement présenté, c'est où est le disque? Parce que lorsqu'on a des problèmes au niveau de la mâchoire, la première chose qui dysfonctionne en général, c'est ce disque qui est censé être solidaire du condyle et qui a tendance à prendre un mouvement qu'il n'est pas censé avoir par rapport au condyle. Ça, c'est le début des problèmes, si vous voulez. Et donc, en général, nous, on a un petit peu tendance à focaliser là-dessus. Mais ici, dans le cadre de la sclérodermie, on ne va pas regarder que ça, puisque la position du condyle, où en est le condyle et dans quel état il est, peut avoir de l'importance au vu de ce que je viens de vous dire. Et de même pour la surface qui lui répond, c'est-à-dire la cavité articulaire, le plafond, si vous voulez, de cette articulation, ou la tubérosité, pardon, j'en ai pas parlé, c'est la partie avant de ce plafond. C'est de l'os. C'est de l'os qui est couvert d'un fibrocartilage, dans les deux cas, le condyle et la surface qui lui répond. Lorsque l'examen clinique ne nous satisfait pas, on peut encore compléter la source de nos informations par des examens paracliniques. Alors, un examen qui est assez peu connu, c'est le recours à l'axiographie. Vous avez sur l'image de gauche un enregistrement qui se fait avec un axiographe conventionnel, et sur l'image de droite, ce qui se fait aujourd'hui assez fréquemment avec des axiographes qui sont électroniques, qui sont informatiques. Et ça vous donne des images du tracé du condyle. On a ainsi des tracés d'un condyle, de l'autre, lorsque l'on fait faire une ouverture ou lorsque l'on fait faire un mouvement de côté avec la mâchoire. On regarde si ce tracé, qui traduit le trajet, le déplacement du condyle au fil du mouvement, est régulier ou pas, et on interprète de manière à savoir quel est le dysfonctionnement. Ça, c'est une façon de compléter notre information. Une autre façon, bien sûr, c'est l'imagerie. Alors, les imageries, j'ai mis entre guillemets les mauvaises sources d'infos. Une des mauvaises sources d'infos, souvent, c'est les radiographies. C'est pas nécessairement mauvais en soi, mais c'est fréquemment incomplet. Alors, je développe. En l'occurrence, sur l'image que je vous ai mis là, c'est un fragment d'une radiographie panoramique que probablement votre dentiste vous a déjà fait. C'est pas la bonne modalité pour se faire une idée de l'articulation et d'un dysfonctionnement qu'il pourrait avoir. En général, à supposer que je vois une image vraiment complètement chaotique à cet endroit-là, eh bien, en général, je me tais face à la personne et je lui dis, on va pousser un peu plus loin les modalités d'examen, parce que ça tient parfois à un défaut de la radiographie. Autre chose qui se faisait jadis et qu'on ne fait plus parce que c'est invasif et qu'on a les mêmes résultats sans être invasif, c'est l'arthrographie. Ça consistait à injecter dans l'articulation un produit de contraste avant de faire des clichés. Ça ne se fait plus. Les autres modalités qui sont, elles, par contre, encore assez régulières, pardon pour l'image qui était un petit peu ancienne, c'est des scanners où fréquemment aujourd'hui les dentistes sont équipés en cone beam, c'est-à-dire le CBCT, c'est-à-dire une machine qui ressemble un petit peu à la radio panoramique conventionnelle, sauf qu'elle lui donne un volume complet et ça permet effectivement d'aller explorer les tissus durs, c'est-à-dire l'os de la mâchoire. Ça, c'est lorsqu'effectivement on suspecte une résorption osseuse, une perte d'os, effectivement, c'est un examen qui serait justifié. Mais le maître examen en matière d'imagerie de la mâchoire, c'est l'IRM. Parce que l'IRM, non seulement permet de nous montrer les os, même si c'est avec un peu moins de précision que
que le cone beam ou le scanner, mais surtout, bien sûr, il nous permet de voir les tissus mous. Et parmi les tissus mous, le disque de l'articulation, ce qui nous intéresse beaucoup, voir les muscles qui viennent, parce qu'il y a l'un des muscles vient vraiment s'intriquer au niveau de l'articulation de façon très intime. Donc, on va pouvoir ainsi compléter nos images et puis se faire une idée du souci. Alors, parmi les moyens auxquels on va recourir s'il y a besoin, les premiers moyens, évidemment, c'est pas encore chez nous que ça se passe, c'est votre traitement de fond que vous connaissez bien, qui est géré par votre rhumatologue. Le suivi dentaire dont a parlé le professeur Young, effectivement, il faut qu'on ait quelque chose d'assez régulier, et non seulement pour les problèmes de dents et de parodonte dont elle a parlé tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir un appui qui soit réparti sur l'ensemble de l'arcade, de manière à ce que vos muscles puissent être les plus détendus possible et que les articulations n'aient pas de compression excessive. Hein, donc, il me faut. Donc, si par exemple, on a un patient qui a un édentement qui n'est pas compensé, parce qu'il n'a pas de prothèse, ou sa prothèse ne rentre plus, ou sa prothèse le gênait, ben, il faut qu'on résolve d'abord le problème de la prothèse pour que l'appui soit correctement réparti, de manière à ce que le reste des structures ne souffrent pas. On a parlé des moyens, l'exposé brillant de Madame Young vous a parlé de comment gérer le problème de salive, pardon. Et est-ce que je peux remonter? Bon, oui. Et puis, dernièrement, je termine par les moyens qui visent l'appareil éducateur. C'est ce que je vais essayer de développer ensuite. La première chose, c'est de restaurer des contacts occlusaux fonctionnels s'il est nécessaire. Je viens de donner l'exemple de l'édentement, mais ça pourrait être, en cas de résorption, le fait qu'effectivement les contacts ne soient plus établis comme ils l'étaient avant qu'on ait de la résorption osseuse. Donc pour ça, la première chose à faire, bien sûr, c'est de rétablir ces contacts de manière de nouveau à ce que les forces mécaniques se répartissent correctement. On peut recourir aux orthèses, on peut recourir à de la kinésithérapie maxillofaciale et puis à la chirurgie. Alors, pour ce qui est du recours aux orthèses, je vous ai mis là, attention aux différentes visées de ces orthèses. Le praticien va choisir le matériau pour son orthèse et il va choisir l'endroit où il va régler ses contacts occlusaux, c'est-à-dire que l'orthèse, vous devinez qu'elle se clipse sur les dents et qu'ensuite, quand on ferme la bouche, les contacts s'établissent sur cette orthèse en résine. Eh bien, on ne va pas régler les contacts de la même façon selon ce que l'on vise. Par exemple, l'une des vertus possibles de l'orthèse, c'est d'obtenir une certaine relaxation musculaire. Eh bien, dans ce cas-là, on va régler des contacts de façon répartie sur l'orthèse de manière à avoir ce bénéfice. Si à l'inverse, je veux soulager une articulation qui est un petit peu trop compressée, eh bien, je vais placer une petite cale sur l'orthèse de manière à favoriser ce qu'on appelle une décoaptation, c'est-à-dire le fait de séparer un petit peu les deux surfaces articulaires. Alors, je dis un petit peu parce que tout à l'heure, je vous ai dit, attention, c'est une petite articulation. Hein. Je ne vais pas mettre une cale de 1 cm de haut parce que on parle en termes de millimètres ou de fractions de millimètres. Hein. L'articulation, on ne va pas chercher à la distendre complètement. Il faut qu'elle joue son rôle d'union quand même. Donc attention, selon la visée, vous aurez le matériau qui sera choisi, vous aurez les appuis qui seront choisis par le dentiste, voire même vous aurez les consignes qui peuvent varier selon la visée recherchée. Pour ce qui est de l'orthèse, bon, ça fait des décennies qu'on fait des orthèses de ce type. Hein, c'est pas nouveau. Ce qui peut varier, c'est ce que je vous ai dit dans le détail de l'application. En général, on fait une empreinte. Sur cette empreinte, donc de cette empreinte, on tire le modèle que vous voyez sur l'image de gauche. On presse sous vide une plaque de résine et on découpe pour enlever les excès de manière à n'avoir plus que l'orthèse souhaitée. Dans cette confection, aujourd'hui, vous avez soit la flèche de gauche qui vous montre le chemin classique, la confection conventionnelle de ces orthèses, mais ça implique, comme vous le voyez en bas, qu'on fasse une empreinte. Et une empreinte, lorsque on a de la fibrose qui vous limite l'ouverture, voire une ATM qui s'est enrichie en fibrose et qui elle aussi a perdu un peu l'ouverture, évidemment, c'est pas toujours facile. Et donc aujourd'hui,
on ne désespère pas de voir un jour l'hôpital public s'équiper en matériel, mais aujourd'hui, vous pouvez faire des orthèses avec cette boîte orange que vous voyez sur l'image en haut à droite, qui est en fait une imprimante 3D, c'est-à-dire que l'on fait une empreinte numérique, ce que vous voyez en bas à droite, et de ce modèle numérique, on donne commande à l'ordinateur d'imprimer en 3 dimensions l'orthèse directement. Ça a deux avantages à mon sens. D'abord, vous voyez sur l'image en bas à gauche qu'une prise d'empreinte d'une arcade entière d'un seul bloc, parce que c'est ce qu'on a besoin pour faire une orthèse, c'est pas commode, en particulier quand il y a une limitation d'ouverture. Alors que la caméra intraorale, même si elle a, donc ce que tient la consoeur sur la photo là, la caméra intraorale a un certain volume, mais enfin ça rend les choses quand même, me semble-t-il, plus aisées que des empreintes conventionnelles. Et puis la deuxième, et surtout c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que si par malchance votre orthèse se casse, eh bien, il suffit de redire à l'ordinateur, imprime-moi une autre. Hein. Alors que, en général, avec la solution conventionnelle, on est obligé de réimposer une empreinte à ma patiente. Enfin, je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a une semaine, 15 jours. Ça m'a ennuyé. Si toutefois c'était le cas, je suggère, parce que c'est ce que j'ai fait avec la patiente, je lui ai fait faire des porte-empreintes personnalisées, c'est-à-dire l'espèce de cuillère qu'on garnit de pâte pour prendre l'empreinte. Je lui ai fait faire une porte-empreinte sur mesure et je lui ai donné, comme ça, à supposer que je doive recourir à nouveau à une nouvelle orthèse, eh bien, elle revient avec son porte-empreinte à elle et ça facilite, je lui impose une épreuve un peu moindre. Deuxième moyen auquel on peut recourir, c'est la kinésithérapie. Alors effectivement, la kiné, c'est aussi bien thérapeutique lorsqu'on cherche à obtenir soit un soulagement, soit un gain d'amplitude, que prophylactique. Et j'insiste sur ce côté prophylactique, c'est-à-dire que en matière de fibrose, c'est difficile. C'est l'ancien kiné que je suis qui parle. C'est un métier que j'ai exercé avant de reprendre mes études pour être dentiste. Euh, c'est difficile de regagner une amplitude lorsque la limitation est articulaire, est fibreuse, parce que obtenir une fibrinolyse, c'est pas commode. À l'inverse, si vous devez regagner une amplitude parce qu'il faut gagner de la souplesse musculaire, c'est autre chose, ça c'est plus facile. Mais en termes de fibres, c'est plus difficile. Ce qui veut dire que la prophylaxie a beaucoup d'importance. Le fait de travailler de façon très régulière le gain, voire le fait de conserver son amplitude, c'est quelque chose de capital. Et c'est malheureusement quelque chose de difficile parce que c'est un travail quotidien et sur le long terme. Il faut arriver à tenir. C'est la ténacité qui va jouer. Alors, deuxième chose qu'il faut souligner d'un point de vue kiné, c'est le fait que parfois les kinés sont un peu difficiles à trouver dans ce domaine-là. Effectivement, nous, on a une liste de kinés qui se sont formés dans le maxillofacial. Et effectivement, quand je prescris de la kiné, je donne ma liste parce que souvent, les gens vont voir leur kiné et puis le kiné, il fait au mieux. Il est de bonne volonté, si vous voulez. Même s'il n'est pas formé, bah, il va essayer de faire pour vous soulager. Dans certaines situations, il vaut mieux trouver un kiné qui est à l'aise dans le domaine. Troisième chose, c'est ce que vous voyez en bas de la diapo, c'est hands-on, hands-off, c'est-à-dire que les kinés aiment bien travailler les deux. C'est-à-dire il y a un moment où ils sont à la manœuvre, ils vont travailler sur le sujet, par exemple pour obtenir une relaxation musculaire, par exemple pour travailler le tissu mou, pour essayer de lui gagner un peu plus malgré tout, malgré les difficultés que j'ai soulignées, lui gagner un petit peu plus de mobilité. Et puis, il y a une partie hands-off, c'est-à-dire le kiné vous fait travailler vous, et en général, ça se poursuit avec du home training, c'est-à-dire il vous dit il faut faire les exercices à la maison. Parce que sans ça, effectivement, ça ne marche pas. En toute honnêteté, quand on parle de kiné, que ce soit en maxillofacial ou que ce soit alors, il faut de la régularité. C'est comme les entraînements sportifs, il faut quelque chose de régulier. Si vous avez un kiné une fois par semaine, ça ne marchera pas. Sauf à ce que, bien sûr, vous complétiez vous à la maison. Puis dernière petite chose, la chirurgie, en général, la chirurgie est réservée à des cas extrêmes. C'est ce que mentionne la littérature. Et même en dehors du domaine de la sclérodermie,
Les chirurgiens maxillofaciaux, j'entends, qui interviennent sur les articulations temporomandibulaires, interviennent le moins possible. Et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai dit, c'est une toute petite articulation qui est déjà très fibreuse, de base. Et donc, on se doute qu'à partir du moment où vous faites un geste chirurgical, vous allez mettre un coup de lame là-dedans et que vous allez attendre une cicatrisation, il va y avoir production de fibres lors du phénomène de cicatrisation. Or, si des adhérences se forment dans cette toute petite articulation, bien sûr, les mouvements vont en être tout de suite perturbés. On se doute que sur un terrain qui est favorisé par la sclérodermie, on recule davantage encore à se lancer dans ce genre de chirurgie. Jadis, quand je dis jadis, c'est années 80. Toujours hors tableau sclérodermique, ils ont tenté de faire de la chirurgie pour les dysfonctions crânio-mandibulaires dont je vous ai parlé, puis ils se sont rendus compte que souvent, pour ne pas dire plus souvent que quand ça va bien, ils étaient iatrogènes. Ils avaient plus d'embêtements que de bénéfices. Ensuite, ils ont, dans les années 80-90 encore, ils se sont dit on va être micro-invasif, on va juste faire de la fibroscopie. On ouvre un tout petit peu et on va faire un rinçage simplement. Et même ça, les études ont montré que finalement, il n'y avait pas, donc c'est déjà moins invasif, mais il n'y avait pas plus de bénéfices que si on s'était abstenu. Et donc aujourd'hui, lorsque les chirurgiens veulent intervenir sur l'articulation temporomandibulaire, il faut que ça soit, qu'il y ait un dégât important. Néanmoins, il y a des protocoles qui existent, hein. Il y a des publications sur le sujet où ils interviennent là-dessus. Là, je parle de la chirurgie de l'ATM, de l'articulation temporomandibulaire. Il y a d'autres chirurgies qui se font parfois au niveau de la mandibule ou du maxillaire pour rétablir un contact dento-dentaire, comme chez la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'est mentionné de façon très légère, le recours à la toxine botulique. C'est dans le cas des sclérodermies, les articles que j'avais lus ne soulignaient pas souvent ce recours. Le principe de la toxine botulique, c'est lorsque vous avez des muscles qui se sont crispés, qu'on n'arrive pas à relâcher et qui finissent par être douloureux, voire très douloureux. Et donc, ça concerne donc ces muscles que je vous ai montrés au début, le masséter, le temporal en particulier, les muscles qui servent à serrer les dents. On les paralyse partiellement avec du Botox pour simplement obtenir une relaxation qu'on n'obtient pas ailleurs. Ça, c'est des techniques qui sont exécutées par soit des chirurgiens maxillofaciaux, soit des chirurgiens oraux. Mais comme dit, qui sont assez anecdotiques parce que souvent le souci est plutôt la fibrose et il faudrait pour ça qu'il y ait un retentissement musculaire, pas impossible, mais pas majoritaire. Voilà. C'est moi qui ai fait du jaune là? Oui. Bon, j'ai fait du jaune sans le boulard. Voilà. Je vous ai mis là un petit tableau. Il y a quelqu'un qui dessine, d'accord. Je vous ai mis là un petit tableau de synthèse qui est paru dans le British Journal of Dental British Journal, et donc qui vous présente les soucis qu'on peut avoir en bouche et la réponse thérapeutique proposée. Voilà, donc pour conclure simplement, on n'est pas tout à fait dépourvu, heureusement, face aux soucis qu'on rencontre en bouche. Il est évidemment autant pour les problèmes musculo-articulaires que pour les soucis d'hypocyalie mentionnés tout à l'heure, qu'on ait quelque chose de régulier en termes de suivi. La ténacité dans la prophylaxie, il faut vraiment tenir le choc, et puis sur le long terme, j'entends, et puis le fait que nous, les thérapeutes, il faut qu'on puisse discuter entre nous, voir avec le chirurgien maxillofacial, voir avec les rhumatologues, voir avec d'autres disciplines. Merci beaucoup et pardon d'avoir été aussi bavard. Alors, je vais arrêter le partage. On nous entend encore? Oui, Oui. Ok. Nathalie, vous voulez que je réponde aux questions qui ont été posées dans le chat? oui, puis j'en ai encore quelques-unes, Sophie, après, hein. Oui, Donc, d'accord. J'ai encore 15 minutes. ok. Alors, je vais essayer de... Alors, dans le chat, il y a une dame qui demandait si on pouvait mettre des implants dans un contexte de sécheresse buccale et de durcissement des gencives. Alors, pour les implants, effectivement, on a pas mal travaillé
sur cette problématique-là, hein, puisque bien sûr, il faut trouver des solutions pour remplacer les dents manquantes. Et comme l'a dit Dr Van Bellingen, souvent les prothèses amovibles sont pas forcément faciles à réaliser parce qu'il faut qu'on puisse les introduire en bouche. Et quand on a une limitation de l'ouverture, c'est pas facile. Plus la friction. Plus la friction, le manque de salive qui fait que les prothèses ne tiennent pas bien. Donc forcément, on s'est penché sur les implants. Alors, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte, hein. On ne peut pas dire oui ou non. C'est un petit peu, alors ma réponse ne va peut-être pas vous satisfaire, mais c'est vraiment une évaluation au cas par cas. Nous, il y a plein de patients chez qui on a pu poser des implants. Il n'y a pas eu plus de soucis que ça. Après, il faut bien sûr savoir si les médicaments qui sont pris immunosuppresseurs sont compatibles avec la pose des implants. Il faut avoir une maladie des gencives qui est quand même bien contrôlée. Il ne faut pas avoir un déchaussement trop important, sinon l'implant va aussi se déchausser. Il faut qu'on puisse poser l'implant. Si la bouche ne peut pas s'ouvrir pour qu'on passe l'instrument pour poser l'implant, c'est pas possible. Mais après, voilà. Il y a quand même de nombreux patients chez qui on a pu poser des implants. Ce n'est pas uniquement le facteur sécheresse buccale ou problème de gencive qui peut nous faire abandonner, entre guillemets, cette thérapeutique. Ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Ok, merci. Alors après, moi j'ai eu d'autres questions, Sophie. Alors on me demande, dans Point Gauche Rouge Ochrane, il n'y a rien qui la soulage. Donc là, vous avez donné quelques pistes. Oui. Et elle me dit que dès qu'elle prend quelque chose, de toute façon, ça marche par période de crise. Et donc, elle a des crises qui sont plus ou moins importantes. Comment faire quand les crises sont plus sévères Les crises de sécheresse? de sécheresse? Oui. Alors effectivement, il n'y a pas malheureusement de solution miracle. Peut-être que... Alors la petite nouveauté que je vous ai mis, c'est ces petites pastilles muco-adhésives. Ça peut parfois aider certains patients la nuit parce qu'on peut le coller au niveau, je vous ai dit, hein, de la canine et puis on laisse la pastille qui va agir pendant plusieurs heures. Il faut essayer d'alterner les produits ou demander peut-être à son dentiste. Alors, tous les dentistes connaissent pas forcément toutes les gammes de produits, mais il y a des gels, il y a des sprays, il y a des gels à base d'eau, des gels à base d'huile. Il va forcément y avoir quand même un produit qui va un petit peu plus convenir à certains qu'un autre. Les gels, parfois, c'est trop pâteux, les patients n'aiment pas et alors ils s'arrêtent à ça. Parfois, on peut essayer le petit spray qu'on peut mettre plus fréquemment. Après, c'est sûr que la nuit, souvent, on peut être réveillé hein, par la sécheresse. Hein, donc, à part une texture un peu plus épaisse et ces pastilles, on peut en mettre deux, hein, ça vaut le coup d'essayer. Et la pilocarpine, si on a encore une glande salivaire qui fonctionne encore un petit peu. Et si le médecin, bien sûr, n'y voit pas de contre-indication. D'accord. J'ai aussi une dame qui me dit, pour les aftes fréquents, s'il existe autre chose que le Hyalugel. Ah oui, c'était la question qui était dans le... Alors, est-ce que déjà cette personne est traitée par méthotrexate? Parce que dans ce cas, on a souvent des aftes fréquents et ça, bon, en général, c'est en place, hein. Il faut mettre un traitement par acide folique pour justement éviter le développement de ces aftes. Les aftes, eh bien, il y a le Hyalugel hein, qui permet de protéger, mais les aftes, parfois, ils sont plus fréquents quand on a une sécheresse buccale. Donc, il faut bien hydrater la bouche pour éviter aussi cette apparition d'aftes et éviter certains aliments. On sait qu'il y a des aliments qui favorisent un petit peu plus l'apparition d'aftes, comme les noix, certains types de fromages. Voilà. Donc, il y a tout. Après, si on a des aftes vraiment trop fréquents, ça peut être lié à la muqueuse qui est atrophique, mais aussi à une carence. On sait que dans la sclérodermie, souvent, on peut avoir des carences parce qu'on a des troubles digestifs, donc on peut avoir des carences en vitamine B12, par exemple, et ça peut créer des aftes aussi. Donc, ça peut aussi passer par un traitement de supplémentation avec des compléments alimentaires. Toujours à voir avec le médecin, bien sûr. D'accord. Elle me demande encore, donc si vous avez vraiment quelque chose d'efficace pour le mauvais goût, la mauvaise haleine. Alors, la mauvaise haleine, bah, c'est pareil, hein, il faut vérifier déjà. Là, elle vient parce qu'on a des bactéries qui s'accumulent. On a trop de plaques dentaires. Donc, déjà voir si sur le plan des gencives, on n'a pas une parodontite, une gingivite.
faire vraiment une visite régulière pour faire des nettoyages, des détartrages réguliers. Et après, il y a des gammes qui existent un peu spécifiques, halitose, on appelle ça l'halitose, mauvaise haleine. Des gammes, je crois que chez Gomme, il y a une gamme, il y a Alita aussi. Mais il faut faire un petit peu attention parce que souvent, c'est des produits avec de la menthe assez forte. Ouais. Et comme je vous l'ai dit avant, ça a tendance à piquer, à dessécher, hein. Donc, il ne faut pas avoir non plus quelque chose de contre-productif. S'il y a une mauvaise haleine, il y a forcément un problème. Il y a trop de plaques dentaires ou alors c'est quelque chose au niveau de l'estomac, du fait du reflux. Donc, il faut rééquilibrer le reflux aussi. Ouais, d'accord. Parfois, la base de la langue parfois est aussi l'origine d'une Oui, tu as halitose. raison, on peut faire Donc, des gratte-langues. on peut gratter l'arrière de la langue, si vous voulez, la base de la langue, comme elle est au carrefour pharyngien, hein, elle est parfois aussi le siège d'une flore qui prospère à cet endroit-là et qui a tendance à relarguer des substances assez odorifères. Donc, lors du brossage aussi, le gratte-langue peut aider. Ou même brosser la langue. Oui, c'est la langue. Il y a des glandes salivaires tout près, hein, donc ça stimule. Ok. On me demande aussi donc si les effets secondaires de la pilocarpine. Oui, ça, on l'a vu avant. Ouais, Dans le diaporama, effectivement, la pilocarpine, ça va stimuler le système, ce qu'on appelle parasympathique. Donc, on veut faire sécréter beaucoup de salive, mais on sécrète aussi plus de sueur, donc on peut transpirer, hein, ce qui peut être un peu gênant. On peut aussi avoir un impact sur le système digestif, un peu de diarrhée, et on augmente un petit peu le transit. Donc, mais ça, souvent, c'est une question de dose. C'est-à-dire que D'accord. on est un petit peu trop fort, donc il faut un petit peu ajuster. Et il y a des effets, il y a des contre-indications, hein. Il y a certaines pathologies où on ne peut pas prescrire de pilocarpine, hein. D'accord. Ce qu'on me demande encore, donc, bon, bah, il existe des centres hein, donc, qui sont dans le. Hein, donc, par contre, peut-être vous avez peut-être une liste plus récente des Oui, centres. alors je me bats un petit peu en ce moment parce que j'essaye de mettre à jour le livret avec les nouveaux centres parce qu'en 2023, il y a une relabellisation des centres de référence maladies rares, orales et dentaires et aussi maladies rares auto-immunes. Donc il y a des nouveaux centres qui ont ouvert. Donc j'essaye de remettre à jour le livret sclérodermie. C'est un peu compliqué parce que c'est nous qui l'avons écrit, c'est la filière FAI2R qui l'a imprimé, donc bon, il faut que j'ai les droits, enfin bon, des histoires qui vous intéressent sûrement pas du tout, mais j'ai mis à jour le document, il est prêt, maintenant il faut juste trouver le financement pour l'imprimer. Voilà. Mais en attendant, si En on a, attendant, si on on peut a le document, aller, on- oui, on peut aller aussi sur le site internet de la filière FAI2R, hein, les maladies auto-immunes, et le centre de référence maladies rares, au rare, où il y a les nouvelles cartes, notamment la question portée sur un centre en Seine-Maritime. voilà. Et il y a un centre qui a ouvert à Évreux, c'est ce qui m'a semblé D'accord. le plus près, ou Paris. Paris, c'est un peu plus loin, mais voilà. Ok. Alors, moi, j'ai encore deux questions qui sont peut-être pour le professeur Van Bellingen. Donc, les infiltrations oui, attendez, Le de PRP, plasma enrichi en plaquettes. oui. Donc, voilà, Euh, j'avais noté. Effectivement, c'est des choses qui ont été proposées avec un succès modéré. J'oserais pas affirmer que la voie thérapeutique est. Alors, ça a été proposé dans plusieurs domaines, hein. Ça a été proposé en implanto, ça a été proposé dans d'autres domaines, et certains, effectivement, ont proposé des infiltrations de PRP au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Je n'oserais pas affirmer qu'on a eu un gros succès sur la chose. Pas plus que effectivement, pardon pour la réponse de Normand, mais pas plus que comment dire, d'absence d'effet. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une articulation qui a assez peu de réactivité du fait elle est très peu vascularisée. Et donc, du coup, la capacité de réaction de cette articulation est assez limitée. Il y a juste la partie arrière qui présente cette partie qui, elle, réagit bien.
À ma connaissance, ce n'est pas, c'est loin de se présenter comme la panacée. Voilà. Et j'ai encore une autre question. On sait que dans notre pathologie, on peut être amené, donc chez certains, à avoir des traitements au biphosphonate. On sait aussi que le biphosphonate peut avoir des conséquences, voire quelquefois catastrophiques au niveau de la mâchoire. Qu'est-ce que l'on peut faire en préventif au niveau de la mâchoire pour, voilà. Le biphosphonate, c'est utilisé quand on a une ostéoporose ou quand on a de la cortisone qui peut créer une ostéoporose, qui n'est pas souvent le cas dans la sclérodermie, puis souvent on doit limiter les doses de corticoïdes, mais quand même, si on a une ostéoporose, il va y avoir dans certains cas des biphosphonates qui sont mis en On place. n'a pas de résorption, c'est peut-être pour ça, je ne sais Non, pas. c'est les résorptions osseuses, c'est souvent lié à... Oui, c'est localisé, Ouais. mais je ne sais pas. Alors, les biphosphonates, la grosse problématique, c'est que ça fige un petit peu l'os pour éviter qu'il se dégrade avec l'ostéoporose. Et donc, souvent, si on fait une extraction dentaire, eh bien, l'os, il va plus bien cicatriser et on risque d'avoir des nécroses au niveau de l'os. Donc là, il faut, comme l'a dit Dr Van Belligen sur d'autres thématiques, il faut vraiment prévenir. C'est-à-dire qu'il faut, justement, quand on commence les biphosphonates, ne pas avoir après à extraire des dents. Donc, il faut faire un bilan dentaire. Vraiment, c'est indispensable avant de commencer les biphosphonates. Parce qu'une fois qu'on a commencé, ces médicaments, ils vont rester dans l'os pendant 10 ans. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, ça dépend si vous le prenez par voie orale, si c'est injecté, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste très longtemps dans l'os. Donc, une fois qu'on les a commencés, eh bien, après, ça devient un petit peu compliqué d'agir sur l'os. Donc, il vaut mieux tout faire avant, tous les soins avant. Si maintenant, pendant le traitement, il arrive quelque chose ou qu'il faut enlever une dent, eh bien, il faudra prendre des antibiotiques pour limiter cette complication. Après, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, hein. C'est pas dès qu'on prend des biphosphonates et qu'on extrait une dent, on va forcément avoir une nécrose. Non. Mais comme c'est une complication qui peut être grave, il vaut mieux la prévenir en faisant bien les soins avant. Alors, on a aussi dans le chat une question que je ne comprends pas bien. Je pense que c'est par rapport au centre de référence. Et après, la personne nous dit, donc, peut-on avoir des douleurs osseuses proprement dites? Donc, je ne sais pas à quoi sur quoi, sur quoi elle est liée. Donc, je pense que c'est par rapport au biphosphonate. Il n'y a pas de précision. Je ne sais pas ce que Alors, vous en c'est pensez. difficile de dire douleur osseuse. C'est souvent des douleurs de l'articulation, mais osseuse, non, je vois pas trop. Et, et concernant les PRP, donc les Oui, injections de plasma, on a une personne qui nous oui, il l'est fait. ouais. Je Comment? vois sur le chat qu'il y a eu un effet très positif, Très donc Voilà, elle je n'a m'en plus de réjouis. traitement. Mais oui, j'ai eu des échos qui étaient, comme dit, qui ont été positifs et d'autres qui n'étaient. J'ai pas eu d'échos négatifs, mais j'ai eu des échos où c'était sans grand effet. Après, c'est Donc, difficile voilà. de donner vraiment un avis parce que nous, on s'appuie sur ce qui est publié dans la littérature et on va dire que pour la sclérodermie, déjà, c'est une maladie rare. La pathologie de l'articulation est rare dans la sclérodermie, donc il n'y a pas d'études à grande échelle qui ont été réalisées sur ces traitements. Donc on va avoir des cas qui sont décrits, des patients qui vont nous dire ça a bien marché chez moi, mais c'est dur de généraliser, vous voyez, parce que c'est quand même une procédure, voilà, il y a une injection, etc. Nous, on ne peut pas vous dire faites-le, mais sûrement ça a un intérêt. Les douleurs osseuses proprement dites, là, sur la question que je viens de voir passer, je n'oserais pas trop m'avancer parce qu'en principe, l'os lui-même, il existe des douleurs osseuses, en particulier dans la cancéro, hein. Mais l'os lui-même, en principe, est pas innervé. Il est vascularisé, mais c'est le périoste qui est énervé. Et donc, en général, quand il y a des douleurs osseuses, soit effectivement, il y a une contrainte qui s'exerce au sein de l'os, mais qui n'a pas l'os pour origine, soit l'origine est articulaire. Ok. Il y a encore d'autres questions, je viens de voir dans le chat. Il y a une personne qui demande bénéfices et risques dans les maladies parodontales avec perte osseuse, donc laser, greffe de gencives, os et implant. Bon, implant, on en a parlé, l'os, on en a un peu Et là, parlé. mais là, vous voyez, ça entre dans des
problématique très Personnel. complexe, personnelle, c'est difficile, je ne peux pas donner de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est la greffe de gencive. Ça ne me semble pas indiqué dans la sclérodermie parce que, alors il y a beaucoup de récessions gingivales dans la sclérodermie liées à la fibrose. Et en fait, les cas de greffe osseuse qu'on a vus et ce qui est dans la littérature, souvent la cicatrisation ne se fait pas bien. Le greffon ne prend pas bien, il se fibrose, il y a pas, ça ne prend pas la greffe. Et donc souvent c'est douloureux parce qu'on prélève au palais. L'intervention elle est embêtante, ça coûte aussi un certain prix. Et j'ai pas souvent vu de succès. Donc la greffe de gencive, j'entends, ne me semble pas vraiment indiquée dans la sclérodermie. Mais ça dépend des cas. Vous pouvez avoir des patients qui ont une maladie qui est bien stabilisée, où on cicatrise quand même très bien. C'est dur de généraliser. Ça fait vraiment l'objet d'une consultation. D'accord. Pas dire comme ça. Alors, bah, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps sur le chat aussi. Je vais Donc, être obligée de vous abandonner Oui, parce bah, que mon enfant est dans la rue. d'accord. on va On peut-être comprend très bien, Sophie. on va peut-être conclure. On va On va conclure. peut-être conclure sur une dernière question, puis Oui. on y va. Bah, regardez sur le chat, il y en a encore plusieurs. Je sais qu'il y avait une question qui m'a été envoyée en avance, donc Oui, je vais peut-être répondre encore à celle-ci. Sur oui, les ALD, oui, ah oui, celle-là, personne m'a demandé si la maintenance parodontale faisait partie, il y avait une prise en charge dans le cadre de l'ALD. Alors effectivement, en 2024, il y a eu des évolutions. Il y a des bilans parodontaux et des maintenances parodontales qui ont été prises en charge dans le cadre de différentes ALD, diabète, maladie cardiaque, déficit immunitaire, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite rhumatoïde, mais pas la sclérodermie. Alors, ça montre que ça progresse, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait jamais de prise en charge. Là, ils ont commencé à l'introduire dans certaines ALD, mais malheureusement, pour la sclérodermie, ce n'est pas encore le cas. Alors, la personne disait que c'était cher, qu'elle payait 200 € à chaque fois la séance. À voir si elle est proche d'un centre hospitalier, peut-être que le dépassement est moins important à l'hôpital. Mais malheureusement, ce n'est pas encore inclus dans l'ALD. on va se battre, on va y arriver petit à Mais petit. si vous avez encore des questions, vous pouvez me les transmettre, Nathalie. Moi, je peux répondre par écrit. Il n'y a pas de souci. On va laisser la main à notre Réaliser. présidente. Je sais pas, on va laisser la main à notre présidente parce que moi, j'ai juste relayé les questions. Mais... Oui, eh bien, écoutez, un grand merci pour les réponses apportées. Et puis, effectivement, si on peut vous faire passer les questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre, ça nous permettra de renvoyer ces réponses-là. Oui, Voilà. je vous propose, on peut faire peut-être, si vous avez une liste avec tout, comme ça me permet de répondre tout d'un coup, et comme ça, tout le monde peut avoir accès aux réponses. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui était, comme je vous le disais au début, très attendue. Merci beaucoup. Merci à vous, toujours Merci à pour vous. l'accueil, et à bientôt. À bientôt. On a eu Merci. 62 personnes. Hein. Oui. On a eu 62 personnes, donc vous voyez que c'était attendu. Hein. C'était intéressant. Merci. Merci à vous. De rien. À votre service. Très bonne soirée à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.